Pour commencer, j'aimerais bien que vous compreniez un peu d'où je parle, comme ça permettra de savoir un peu quelles sont les valeurs et les principes qu'on défend. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle ETC, on est une dizaine à temps plein à travailler et à vivre ensemble, donc c'est une forme de communauté, avec une vingtaine de collaborateurs réguliers sur les différents projets qu'on mène. Il y a deux principes qui nous paraissent importants dans les bouleversements sociétaux qui existent aujourd'hui, en tout cas tels qu'on les identifie. Le premier, c'est que la logique de producteur-consommateur, elle tend à disparaître et que ça interroge la question de pouvoir, et notamment sur le rapport entre producteur-consommateur qui est intéressante à mener, et c'est la question qu'on se pose en tant qu'architecte. Et la deuxième chose, c'est à l'heure du numérique et de son importance, c'est d'être obligé de prendre en considération des logiques globales et des logiques locales, et c'est cette articulation qui est inévitable et qui est importante dans n'importe quel projet qu'on mène. Tout ça, ça nous amène à la vision qu'on a un peu dans nos têtes, ce qui peut paraître un peu compliqué, mais c'est l'idée de complexité qui est hyper importante et qui permet d'essayer de comprendre le rôle que chacun peut avoir. Et je suis architecte, mais je fais aussi la cuisine, je fais aussi du vélo, je suis aussi usager. Et en fait, tout le monde a des compétences qui c'est intéressant de mettre en relation les unes avec les autres et de ne pas forcément vouloir catégoriser comme ça en simplifiant un peu la pensée. Alors, tout à l'heure, j'avais noté une phrase que je trouve intéressante en considérant que la ville est comme un système narratif. Alors, on aime bien cette idée et on considère, nous, que le projet elle doit être pensée comme un objet mythogénique. Alors ça paraît barbare comme ça, mais c'est assez simple. L'idée, c'est que notre rôle, on considère que c'est de proposer un imaginaire sur un lieu, et qu'à partir de cet imaginaire, on peut mais on peut fédérer tout un certain nombre d'acteurs autour d'un lieu et autour d'une même dynamique. Et tout ça en répondant à des problématiques urbaines très concrètes. Donc là, on traite la question de l'accessibilité d'un espace délaissé. Ici, on traite sur le devenir de petits bâtiments dans un village et quel est leur futur avenir. Et ici, on parle de requalification d'un centre urbain dans le sud de la France. Et donc, à chaque fois, il y a des imaginaires qui sont proposés et qui permettent de mobiliser les gens. Alors, comme le disait Alexis, le terrain qu'ils nous ont proposé est un peu pourri. Et donc, quand on est arrivé là, on s'est retrouvé face à ça, avec une logique d'appel à projet, et donc il a fallu produire une image de synthèse pour être sélectionné. Et en fait, cette image était un bon outil, parce qu'en fait, on n'a pas dessiné grand-chose, mais cet outil, il nous a permis d'aller rencontrer tous les acteurs, en tout cas un certain nombre d'acteurs du quartier, différents opérateurs locaux, qu'ils soient sociaux ou culturels. Et à chacun, ce qu'on leur disait, c'était « Nous, on va faire 5 semaines de chantier, et pendant ces 5 semaines, vous pouvez trouver une place à l'intérieur de ce moment, de cet espace. Et nous, on est prêt à modifier les choses en fonction de ça. » Ce qui était un peu compliqué, notamment pour le PA, qui a eu forcément au début un peu de mal à accepter le fait qu'on ne leur propose pas forcément quelque chose de clé en main, mais qu'il y ait un processus qui se mette en place. Alors ce qu'on défend à travers l'idée du chantier, c'est que nous, on les supprime, les barrières. Il y en avait quelques-unes, mais les autres, elles étaient ouvertes. Et c'est de dire que tout le monde peut rentrer dans le chantier. Et les deux axes qu'on met en place et en parallèle tout au long de ce moment, le premier, c'est des actes créatifs, avec la construction du mobilier, avec la réalisation de design ou de graphique, ou avec la mise en place d'un jardin, en sachant que n'importe qui passe par là peut, à un moment donné, prendre part à cette activité. Le deuxième axe qu'on trouve important, c'est qu'en fait, on n'arrive pas forcément à mobiliser toutes les personnes sur ce genre de thématique. Et donc on dit que c'est important de coupler ça avec une programmation culturelle, événementielle, et qui peut prendre différentes formes. Et effectivement, on considère que le chantier, même si quand on organise des temps de discussion autour de chantier, ça dérive sur des questions plus larges, mais en fait, nous, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, c'est vraiment prendre le chantier comme prétexte pour arriver à discuter de sujets plus généraux, plus globaux, mais qui concernent du coup des organisations sociétales. Et donc, il y a différentes formes qui peuvent être prises sur le chantier avec les différents acteurs en fonction de leurs compétences. Donc, des dames qui font à manger, des circassiens qui viennent proposer des spectacles le soir. Et ce qui permet d'aboutir à un espace qui est réalisé en 5 semaines avec une approbation de la plupart des gens qui ont mis du leur, et ce qui permet d'avoir un respect et surtout ce qu'on veut faire passer, c'est que chacun est potentiellement capable de faire quelque chose
Et donc il faut juste qu'on donne des clés et qu'on lâche un peu le fil sur ces manières de mettre en place du projet. La question, c'est de l'après, forcément. Une fois que nous, on est parti, il y a forcément un soufflet qui retombe, et c'est comment on arrive à embrayer sur autre chose. Donc ce qu'on a mis en place, c'était cette cabane de chantier qui permettait quelques personnes qui voulaient rester mobilisées sur le site, d'avoir un accès à une bande d'eau, à des outils, à des pioches et des pelles pour pouvoir s'occuper du jardin. Et forcément, ça, on est un peu mitigé sur la cogestion qui a été mise en place entre les services des espaces verts de la ville et ce groupe d'habitants qui s'était formé. Alors on a eu une deuxième occasion de revenir, une deuxième invitation de la part de l'EPA et de la Biennale, et qui était de dire venez réintervenez sur ce site. Et ça, c'est quelque chose qu'on défend depuis toujours, c'est dire qu'un espace, il ne peut pas être figé, et il n'a aucun intérêt à être figé. En tout cas, les espaces publics de proximité. J'imagine que quand on est sur le chantier des Halles, il y a des choses qu'il faut un peu bloquer, sinon on ne s'en sort pas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu, pendant une semaine, on a construit cette base de vie, qui était temporaire, avec une invitation qui a été lancée, et on a retenu 5 équipes, avec des designers, des architectes, des paysagistes et des graphistes, qui sont venus pendant une semaine, et on les a replacés dans les conditions dans lesquelles nous, on avait été la première fois, et on les a mis en situation avec les personnes qui ont continué de suivre le chantier, le projet, et d'arriver à améliorer la conception. Et ce qui s'est passé, c'est que chacun des espaces de la place a été modifié, a évolué, du coup s'est retransformé. Nous, on n'assume plus du tout aucune paternité sur cet espace, qui de toute manière n'est plus le nôtre. Il reste 1 minute, donc c'est tel qu'il a été réalisé, et là, tel qu'il vit aujourd'hui. C'est un espace qui est dans une situation tellement compliquée géographiquement que de toute manière, il n'a pas forcément vocation à rester un espace public. Et de toute manière, c'était le contrat dès le début, c'était de dire qu'il va y avoir à un moment un bâtiment qui va être construit, et c'est juste comment on préfigure un peu tout ça, en essayant de mobiliser le maximum de monde autour. Et juste avant que parce qu'il y a juste 2 slides encore pour conclure, mais je voulais juste dire que en tant que TC, nous, la question de la participation, on est assez critique par rapport à ça, et on a un positionnement. Ce qui nous intéresse, c'est les formes d'autogestion qui peuvent être générées dans l'espace public, que l'espace public n'est qu'un prétexte pour arriver à parler de questions de politique dans un sens plus large, et que finalement la participation est juste un outil à un moment donné qu'on met en place pour arriver à ce genre de choses. Alors, moi, juste rapidement, je voulais quand même vous faire part de quelques enseignements que l'EPA a pu tirer, parce que je pense que c'est très important. On est un aménageur, je dirais, classique, on mobilise des outils classiques de l'aménagement, donc pour nous, c'était quand même un peu un saut dans l'inconnu. Je crois que des fois, il faut savoir un peu affronter ses craintes, et surtout ne pas hésiter à expérimenter et à accepter l'éphémère dans la ville. Et je pense que c'est ce que disait Florent, c'est quelque chose qui est très important, accepter que ça puisse être seulement qu'une étape, de la même manière que ces espaces en attente de projet ne sont qu'une étape. Au niveau du retour d'expérience, je ne peux pas passer outre les incroyables retombées médiatiques que ce projet a pu avoir pour un investissement initial. Alors on n'est pas à 10 000 $, et je dois avouer que je ne sais pas comment vous avez réussi à faire pour seulement dépenser 10 000 $ sur Times Square, on est à 30 000 €. Enfin, néanmoins, on est dans un budget qui est extrêmement limité, et quand on se pose un peu la question de la ville de demain et de la frugalité qu'elle appelle, c'est pas inintéressant. Et puis aussi, je dirais, ça a quand même, surtout au sein de l'équipe Château Creux, puisque c'est nous qui avons porté pour l'EPA cette problématique, ça a vraiment posé une question plus générale de comment on gère tous ces terrains, puisque de toute manière, dans le contexte économique, ils vont s'inscrire durablement dans le paysage urbain. On a un postulat de départ qui est celui d'un traitement qualitatif de l'ensemble de ces terrains en attente. Alors on a confié à une entreprise d'espace vert la gestion de ces terrains. On n'est pas dans du participatif, on est dans, je rebondis sur les propos qui précédaient, mais finalement d'accompagner un certain nombre de parcours et de ne pas faire peur quand on longe ces endroits-là, et puis aussi de montrer que c'est des terrains qui sont toujours investis et qu'on n'a pas délaissés. Et puis ce qui a été généré comme,
tout ce qui a pu être mis en œuvre sur le terrain, on va pas le répéter. Je veux dire, il faut aussi accepter que ce soit unique comme démarche, c'est très important. Par contre, on a un autre grand terrain d'investigation qui est pas très loin de la place du Géant et qui pose pas mal de questions. Parce que autant la place du Géant, il faut peut-être accepter que elle va retomber dans une certaine forme d'anonymat avec peut-être un accompagnement paysager avant une mutation à terme, mais on a d'autres espaces qui pourraient être vraiment investis. Et dans ce cas, ce que j'ai vraiment appris, et ce qu'on a vraiment appris de l'expérience avec le collectif, c'est qu'il faut, si on veut que ça s'inscrive un peu dans le temps et que ce soit géré au quotidien, travailler avec des relais locaux, des associations locales qui puissent animer au quotidien ces espaces, parce que c'est quand même largement ce qui fait leur particularité. Merci à tous.